Je m'appelle Émilie. J'ai 26 ans et, à Noël dernier, j'ai vu toute mon enfance basculer en une seule phrase. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le bruit de fond de ma propre famille. Ma mère pouvait passer 1 heure à parler des derniers grands projets de mon frère, sans même penser à me poser une seule question sérieuse. J'étais l'enfant qui faisait ses devoirs seul à la table de la cuisine pendant que tout le monde l'acclamait, lui. Je m'étais habituée à être l'invisible, jusqu'à cette nuit-là. Nous étions assis autour de la table de Noël, la scène habituelle, dinde, purée de pommes de terre et lumière de Noël clignotant à la fenêtre. Ma mère se penchait vers mon frère, l'interrogeant sur sa nouvelle idée d'entreprise, riant et lui promettant de l'aider par tous les moyens possibles. J'étais là, moi aussi, coupant tranquillement ma nourriture comme toujours. Puis mon frère m'a regardé avec ce petit sourire narquois qu'il affiche depuis que nous sommes gamins et a dit « Alors, tu perds toujours ton temps avec ta boîte minable ». Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas répliqué sèchement. J'ai juste haussé les épaules et dit, aussi nonchalamment que si je parlais de la pluie et du beau temps, en fait, j'ai vendu ma société. Toute la table s'est tue. Mon frère a ri entre ses dents. Cette boîte minable? Bien sûr. Et tu l'as vendue combien? Il a même mimé les guillemets avec ses doigts. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, 150 millions de dollars. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Le visage de ma mère est devenu livide. La fourchette a glissé de sa main et a heurté l'assiette. À cet instant, chaque année où elle m'avait ignorée, chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir insignifiante, tout lui est revenu de plein fouet. Si vous voulez savoir comment une fille, méprisée par sa propre mère pendant des années, a fini par lâcher une bombe à 150 millions de dollars lors du dîner de Noël, et ce qu'il en a coûté à ma famille après cette nuit-là, restez avec moi jusqu'au bout. Je n'ai pas toujours été cette femme capable de lâcher 150 millions de dollars à une table de Noël et de voir sa mère blêmir. À 8 ans, j'étais juste l'enfant silencieuse cachée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, serrant un gobelet en plastique ébréché alors que le 13e anniversaire de mon frère ressemblait à un couronnement. Il s'appelle Alex, il a 5 ans de plus que moi. Et dès le début, c'était lui la star de la famille. Ce jour-là, ma mère, Karen, a sorti un vélo tout-terrain flambant neuf dans notre jardin de la banlieue de Seattle. Il brillait au soleil. Les voisins applaudissaient, les enfants criaient de joie. Quelqu'un a lancé qu'Alex irait loin dans la vie. Ma mère l'a serré si fort qu'on aurait dit qu'elle avait peur que quelqu'un le lui enlève, en lui murmurant à quel point elle était fière de lui. Je me tenais à quelques mètres de là, portant un vieux t-shirt d'occasion, et personne ne m'a même demandé si je voulais être sur les photos. Pour les anniversaires d'Alex, il y avait des ballons, des fêtes en plein air, des gâteaux à 3 étages et parfois des week-ends entiers organisés autour de lui. Pour les miens, il y avait généralement un gâteau bon marché de chez Costco, 2 ou 3 bougies, et ma mère qui s'excusait à moitié parce qu'elle était trop débordée. Une année, Alex a reçu un voyage à Disneyland pour sa remise de diplôme. J'ai reçu une carte de pharmacie et un peu d'argent dans une enveloppe laissée sur le comptoir de la cuisine. Quand Alex a atteint l'âge scolaire, ma mère s'est battue comme une folle pour le faire entrer dans une école privée coûteuse. Il avait des uniformes impeccables, des baskets neuves, des entraînements de foot, des cours de piano et des camps d'été qui coûtaient plus cher que notre voiture. Je suis allée à l'école publique locale, avec sa peinture écaillée et ses manuels obsolètes. Quand je demandais pourquoi les choses étaient si différentes, ma mère me tapotait l'épaule et disait « Alex a besoin d'une stimulation spéciale. Il est vraiment brillant. Il a tellement de potentiel. Toi, ça ira, Émilie. Tu t'en sortiras. » Au début, cela ressemblait à un compliment, mais ce « tu t'en sortiras » s'est lentement transformé en « nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour toi ». Mon père travaillait de longues heures à la banque, était rarement là pour le dîner. Même quand il l'était, il laissait la plupart du temps ma mère prendre toutes les décisions, école, activités, argent. Il y avait cette hiérarchie invisible dans notre maison, Alex au centre, ma mère orbitant autour de lui, mon père sur la touche, et moi quelque part à la périphérie, tant que je ne causais pas de problème. Vers 12 ou 13 ans, j'ai cessé de demander des choses. J'ai arrêté de demander pourquoi Alex avait le nouveau téléphone, le nouvel ordinateur portable ou des cours de soutien particuliers, et pas moi. J'ai arrêté de courir dans le salon avec mes copinautés à plus parce que, chaque fois que je le faisais, ma mère était au téléphone avec l'un des professeurs d'Alex ou en train de l'emmener à l'entraînement. Si j'avais besoin de livres supplémentaires, elle soupirait et me demandait si j'en avais vraiment besoin. Pour Alex, la réponse était toujours oui. Pour moi, c'était toujours peut-être plus tard. Alors, j'ai appris à me débrouiller seule. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à cuisiner des repas de base, parce que je ne voulais pas demander d'argent pour des plats à emporter. Au collège, j'ai pris un poste de plongeuse dans un café voisin, économisant chaque pourboire dans un bocal caché dans mon placard.
Ce bocal est finalement devenu mon premier ordinateur portable d'occasion. J'ai commencé à noter chaque petite humiliation et à les classer. Pas seulement pour en souffrir, mais comme une liste de raisons pour ne jamais, au grand jamais, dépendre d'eux. À table, la conversation tournait toujours autour d'Alex. Son match de foot, ses scores aux examens, les universités qu'il pourrait intégrer. J'étais là, mais je n'étais jamais le sujet. J'étais la chaise en trop. Durant ces années-là, quelque chose en moi a discrètement changé. J'ai arrêté d'essayer d'être vue par ma mère et j'ai commencé à planifier une vie qui n'aurait pas besoin d'elle. Je ne le savais pas encore, mais toutes ces nuits à être l'enfant invisible dans son coin servaient à quelque chose d'important. Elle se transformait en carburant, pour une idée, pour une entreprise, et finalement pour cette nuit de Noël où ma mère serait enfin forcée de regarder en face la fille qu'elle avait passé des décennies à ignorer. L'université devait être ma rupture nette, ma chance de sortir enfin de l'ombre. J'ai été admise à l'université de Washington à Seattle avec une bourse partielle en informatique. Quand l'email est arrivé, je me suis assise sur le bord de mon lit et je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Ma mère a jeté un coup d'œil à l'écran, a souri et a dit « C'est super, ma chérie », avant de me demander si je pouvais l'aider à relire un email destiné à l'un des professeurs d'Alex. Une semaine plus tard, Alex a été admis à Stanford, et c'était comme si le Super Bowl s'était invité dans notre salon. Il y a eu une fête, de la famille, du champagne et une banderole. Ma mère a pleuré et a dit à tout le monde que son fils allait changer le monde. Quand je suis partie pour UW, elle m'a serré dans ses bras sur le trottoir, m'a dit qu'elle était fière de moi et est partie en voiture parce qu'elle était en retard. Quand Alex est parti pour Stanford, elle a pris l'avion avec lui, l'a aidé à décorer sa chambre d'étudiant et a posté tout un album de photos sur Facebook. Mon emménagement s'est résumé à 2 valises et une couette d'occasion achetée avec mon propre argent. Je vivais dans un appartement exigu près du campus avec 2 colocataires, le genre d'endroit où l'on entendait quelqu'un éternuer dans l'immeuble d'à côté. Ma bourse couvrait une partie des frais de scolarité, mais pas tout. Pour survivre, j'ai pris un emploi à mi-temps dans un Starbucks à quelques pâtés de maison du campus. Je me réveillais à 4h30 du matin, j'enfilais mon tablier vert, et je passais la matinée à mal orthographier les noms des gens sur des gobelets, puis je courais à mes cours d'algorithme ou de structure de données avec des taches de café sur les manches. Entre les cours, je m'asseyais à la bibliothèque avec mon vieil ordinateur portable, regardant des vidéos de programmation gratuites sur YouTube et Coursera parce que les manuels officiels étaient trop chers. Pendant que tout le monde rejoignait des clubs et allait faire la fête, j'apprenais à créer des applications basiques. Je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Honnêtement, je me sentais plutôt bien, comme si je bâtissais lentement quelque chose qui m'appartenait. L'idée qui a tout changé a commencé de la manière la plus banale qui soit, les gens qui se plaignent. Mes amis étaient constamment épuisés. Ils passaient des nuits blanches, mangeaient n'importe quoi au distributeur, ne mettaient plus les pieds à la salle de sport pendant des semaines, puis s'effondraient en se demandant pourquoi ils se sentaient comme des zombies. Ma colocataire disait « J'aimerais que quelque chose me dise simplement quand bouger mes fesses et boire de l'eau ». Un après-midi, assise à une table de café collante entre 2 services, j'ai eu un déclic. Et s'il existait une application simple qui aidait les gens à suivre l'essentiel ? Ce qu'ils mangent, comment ils bougent, comment ils dorment, et qui les pousse réellement à faire mieux sans être agaçante ou compliquée. J'ai commencé à dessiner des écrans dans un carnet bon marché, des petits graphiques pour le sommeil, des barres de couleurs pour les séances de sport, et des rappels qui ressemblaient plus à des SMS amicaux qu'à des alarmes. Je l'ai appelé Health Track, principalement parce que tous les autres noms auxquels je pensais semblaient stupides et que le nom de domaine était encore disponible. Je rentrais de mes TP de nuit, je me préparais des nouilles instantanées et je codais jusqu'à 2h du matin. La première version était rudimentaire, mais elle fonctionnait. On pouvait enregistrer ses repas, ses séances de sport, son hydratation, et voir à quoi ressemblait sa semaine. Je l'ai donné à quelques amis en leur demandant d'être honnêtes. Ils l'ont immédiatement démoli. Ce bouton est nul. J'ai oublié de remplir parce qu'il n'y a pas de rappel. Pourquoi ce graphique est-il si moche ? Ça a piqué, mais j'ai corrigé tout ce dont il se plaignait. Petit à petit, de plus en plus de gens ont commencé à l'utiliser. Une fille de mon cours de stats en a parlé à son petit ami, qui en a parlé à ses potes de fraternité, qui en ont parlé à tout leur groupe de discussion. Quelqu'un a laissé un avis positif au hasard qui m'a fait pleurer dans les toilettes du travail. Quand Health Track a généré ses premiers $500 grâce aux publicités intégrées, j'ai fixé le tableau de bord pendant 1 minute entière. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que ma famille n'avait jamais investi en moi. J'ai pris cet argent et j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion, un peu plus performant pour pouvoir coder plus vite. À cette époque, Alex appelait de Stanford pour parler des soirées de fraternité, des événements de réseautage et de l'effervescence de la scène tech. Ma mère s'extasiait sur ses cours de commerce et sur toutes les portes qui allaient s'ouvrir pour lui.
Un soir, j'ai essayé de lui parler de Healthtrack. Je lui ai dit que j'avais un peu plus de 1000 utilisateurs, que des gens utilisaient réellement quelque chose que j'avais construit. Elle a marqué une pause, a dit « C'est bien, ma chérie », puis a immédiatement enchaîné sur le fait qu'Alex pourrait obtenir un stage dans une grande entreprise parce que son professeur l'appréciait. Je suis restée là, le téléphone à l'oreille, à l'écouter parler des opportunités hypothétiques de mon frère alors que ma petite application, bien réelle, s'installait discrètement sur les téléphones d'inconnus. C'était comme ça, encore et encore. Chaque fois que quelque chose fonctionnait, un cours que je réussissais brillamment, une nouvelle fonctionnalité lancée, un petit pic de téléchargement, ma mère soit ne posait pas de questions, soit changeait de sujet pour parler d'Alex. Finalement, j'ai arrêté d'en parler. Je l'ai laissé croire que je faisais juste un truc informatique pour m'en sortir. Pendant ce temps, je continuais à trimer. J'étudiais pendant mes pauses au Starbucks, je griffonnais du code sur des serviettes en papier et je lisais de la documentation sur mon téléphone en attendant le bus. Je regardais les gens à la salle de sport du campus consulter leur téléphone entre deux séries et j'imaginais Healthtrack installé sur chacun d'eux. Je ne pensais pas à la vengeance. Je ne pensais même pas encore à l'argent. Je poursuivais juste cette étrange sensation électrique que je ressentais chaque fois que quelqu'un disait « Et, ça m'aide vraiment ». Je ne le savais pas encore, mais ces nuits tardives et ces appels téléphoniques ignorés étaient le début de quelque chose de bien plus grand qu'un projet d'étudiante. Healthtrack prenait discrètement racine, et moi aussi. Et à un moment donné, ces racines allaient transpercer le plancher de la petite boîte dans laquelle ma famille m'avait toujours enfermée. Obtenir mon diplôme en avance ne faisait pas partie d'un grand plan magistral. C'est juste ce qui arrive quand on prend des crédits supplémentaires chaque semestre parce qu'on n'a pas les moyens de rester à l'école plus longtemps que nécessaire. Alors que mes camarades de classe débattaient d'années sabbatiques ou de voyages en sac à dos à travers l'Europe, je signais un bail pour un minuscule bureau dans un immeuble gris du quartier tech de Seattle. Il y avait une moquette LED, des néons qui vacillaient et une vue sur un parking. Mais pour moi, c'était un royaume. Healthtrack n'était plus seulement un projet parallèle. J'ai rempli les documents administratifs, constitué la société, ouvert un compte bancaire professionnel et transféré toute ma vie dans cette petite pièce meublée de 2 bureaux dépareillés et d'un canapé d'occasion trouvé sur Craigslist. Mon emploi du temps est devenu encore plus intense. Les matinées étaient consacrées au support client, aux emails et à la correction de bugs. Les après-midi, aux nouvelles fonctionnalités. Les nuits à apprendre le marketing grâce à des podcasts et des blogs gratuits. Je répondais personnellement à chaque avis et j'envoyais des messages privés aux utilisateurs qui désinstallaient l'appli pour leur demander pourquoi. J'ai supplié un designer sur une plateforme de freelance de rendre mon application un peu moins artisanale. Lentement, les chiffres ont commencé à grimper. Les téléchargements n'étaient plus un simple filet d'eau. Les gens partageaient des captures d'écran de leur progrès sur les réseaux sociaux. Un coach sportif local m'a contacté pour demander s'il pouvait recommander Healthtrack à ses clients. Puis un autre, une petite salle de sport, a demandé si nous pouvions créer un message d'accueil personnalisé pour leurs membres. J'ai dit oui à tout. J'ai créé un niveau premium de base, rien de fou, juste quelques fonctionnalités supplémentaires et des analyses plus poussées pour quelques dollars par mois. Quand notre revenu d'abonnement annualisé a atteint 50 000 $, j'ai fixé ce chiffre et j'ai senti la pièce tanguer un peu. Ce n'était pas de l'argent pour changer de vie, mais c'était de l'argent qui prouvait que c'était du sérieux. Assez sérieux pour que j'embauche 2 jeunes développeurs tout juste sortis de l'école, des gamins comme moi qui avaient juste besoin que quelqu'un parie sur eux. Nous nous entassions dans ce minuscule bureau avec nos ordinateurs et du café bon marché, mangeant des plats à emporter et publiant des mises à jour chaque semaine. Au milieu de tout cela, le grand rêve d'Alex à Stanford a commencé à se fissurer. Sa première start-up, une sorte d'application de livraison hyper locale, a coulé. Il a englouti 100 000 $ de l'argent de ma mère, a fermé boutique et est revenu vivre à la maison. Karen m'appelait en pleurant sur la dureté du monde pour son pauvre garçon, disant qu'il avait juste besoin d'une chance et qu'elle s'inquiétait pour sa confiance en lui. Elle me demandait à peine ce que je faisais. Quand elle le faisait, c'était un vague « Ton application, ça marche toujours ». Comme si elle parlait d'un passe-temps, pas d'une entreprise. Mes réponses étaient brèves. Oui, ça va. Oui, on se développe. Je ne mentionnais pas le chiffre d'affaires. Je ne mentionnais pas les employés. Ça me semblait inutile. Alors qu'Alex travaillait à temps partiel chez Target puis chez Best Buy, en disant qu'il allait, bientôt, revenir dans le milieu des startups, je négociais nos premiers partenariats avec de vraies entreprises. Une chaîne de salles de sport voulait une version personnalisée de Healthtrack. Puis, une compagnie d'assurance m'a contacté pour éventuellement récompenser leurs assurés pour les habitudes saines suivies via l'application. Je conduisais toujours une vieille Toyota et je portais les mêmes baskets que pendant mes études, mangeant mexicain sur le canapé du bureau.
De l'extérieur, rien n'était impressionnant. Mais à l'intérieur de mon petit monde, tout basculait. Un jour, un email est tombé dans ma boîte, provenant d'un responsable du développement commercial d'une très grande entreprise technologique. Il voulait discuter des « options stratégiques », ce qui est le langage d'entreprise pour dire « nous pourrions vouloir vous racheter ». Je me suis rendue à ce rendez-vous dans mon seul blazer correct, les mains moites, essayant de ne pas avoir l'air d'une gamine qui vit toujours de plats à emporter. Ils ont offert 50 millions de dollars pour Elstrack. 50. Avec plus de zéros que mon moi de 8 ans n'aurait pu l'imaginer. Pendant un instant, je me suis imaginé appeler ma mère et l'entendre enfin me dire « Je savais que tu en étais capable ». Puis j'ai écouté la suite de l'offre. Il voulait un contrôle total. Il voulait optimiser l'entonnoir de monétisation, une façon élégante de dire qu'il voulait fourrer des publicités et des options payantes dans chaque recoin d'un outil auquel les utilisateurs faisaient confiance pour leur santé. Ça me semblait mal. J'ai dit non. Mes avocats ont failli s'étouffer, mais refuser cette offre a envoyé un signal clair sur le marché. Si un gros joueur nous voulait, d'autres le voudraient aussi. Une société de capital risque local spécialisée dans la santé m'a contacté. Il ne voulait pas acheter, il voulait investir et nous aider à passer à l'échelle supérieure. J'ai négocié durement et j'ai accepté 8 millions de dollars. Assez pour grandir, mais pas assez pour perdre le contrôle. Nous avons ouvert un deuxième bureau à Portland, embauché plus d'ingénieurs et étendu nos outils de santé mentale. Elstrack s'est intégré profondément à Apple Health, Fitbit et tous les grands objets connectés. Nous avons franchi le million d'utilisateurs actifs. Le chiffre d'affaires annuel a atteint les 8 chiffres. À 25 ans, j'ai signé les papiers pour un penthouse modeste à Seattle avec vue sur l'eau. Je l'ai meublé chez IKEA et j'y ai mis des plantes que j'oubliais souvent d'arroser. Je conduisais toujours la même voiture déglinguée. Je portais toujours des sweats à capuche au travail. Mais ma vie n'était plus insignifiante. L'offre qui a finalement été la bonne n'est pas venue d'une entreprise tech Tapax en Graveleuil, mais d'un géant de la santé qui voulait intégrer le bien-être préventif dans son système. Il ne voulait pas démanteler l'application. Il voulait garder mon équipe, garder la marque et utiliser leurs ressources pour toucher plus de monde. Ils ont offert 150 millions de dollars. Nous avons négocié les conditions pendant des mois, mes journées n'étant plus qu'un flou de contrats, d'appels vidéo et de chiffres qui faisaient court-circuiter mon cerveau d'adolescente. Quand j'ai enfin signé, je suis sortie de cette dernière réunion comme anesthésiée. Après les impôts, après les primes pour mon équipe et après tous les frais, il me restait environ 90 millions de dollars. 90 millions de plus que ce que quiconque n'aurait jamais cru que je posséderais, moi y compris. Je n'ai pas appelé ma mère. À la place, j'ai appelé un thérapeute. Assise dans ce petit bureau calme, j'ai parlé pour la première fois de ma vie de ce que l'on ressent quand on est l'enfant invisible, l'enfant du « tu t'en sortiras », celle à qui on pense en dernier. Nous avons passé en revue chaque anniversaire, chaque réussite ignorée, et chaque fois que ma mère avait choisi de sauver Alex au lieu de simplement me voir, moi. Je m'attendais à me sentir triomphante. Je me sentais surtout fatiguée. Les séances sont devenues des mois. J'ai commencé à faire des dons à des organisations à but non lucratif dans le secteur de la santé, en particulier celles axées sur les femmes ayant besoin d'un soutien psychologique. J'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'avais plus besoin que ma mère ou Alex m'applaudissent. Leur opinion avait cessé de compter quelque part en cours de route. Ce dont j'avais besoin, par contre, c'était de clore ce chapitre. Pas une vengeance de dessin animé, pas une scène dramatique où je leur jetterais de l'argent au visage. Je voulais savoir, pour ma propre santé mentale, ce qui se passerait si je retournais dans cette maison non pas comme la fille invisible, mais comme la femme qu'ils avaient refusé de voir. Noël approchait, et pour la première fois depuis des années, je me suis surprise à regarder les vols pour Seattle. C'est mon thérapeute qui a suggéré en premier que je rentre pour Noël. Non pas parce qu'elle pensait que ma famille me méritait soudainement, mais parce qu'elle voulait que je voie, en temps réel, à quel point j'avais changé. Considérez cela comme une expérience, a-t-elle dit, pas comme des retrouvailles. Vous n'y allez pas pour obtenir quelque chose d'eux. Vous y allez pour observer. C'est donc ce que je me suis dit en réservant mon vol de Portland vers Seattle. Ce n'était pas un retour au bercail, c'était une collecte de données. J'aurais pu y aller en voiture, mais il y avait quelque chose de symbolique arrivé par les airs dans la ville où j'avais grandi, en tant que fondatrice qui venait de vendre sa boîte pour 150 millions de dollars. Je n'ai pas parlé de la vente à ma mère. Je lui ai juste envoyé un SMS pour lui dire que j'étais libre cette année si elle voulait toujours de moi pour Noël. Elle a répondu en quelques secondes, plus enthousiaste que ce à quoi je m'attendais, bien sûr. Alex sera là aussi. Ce sera comme au bon vieux temps. L'emoji cœur à la fin m'a presque fait rire. C'était justement le bon vieux temps qui me rendait nerveuse.
J'ai réservé une chambre dans un hôtel près de l'aéroport au lieu de dormir à la maison. Cette décision à elle seule donnait l'impression de tracer une ligne au marqueur noir épais. Pendant des années, j'avais dormi sur ce matelas à ressorts affaissés dans ma chambre d'enfant, celle avec les posters qui se décollent et la bibliothèque remplie de livres empruntés. Cette fois, je voulais une porte que je puisse fermer et qui ne soit pas la sienne. Le soir du réveillon, j'ai atterri dans un après-midi gris de Seattle. Les nuages étaient lourds, l'air humide et familier. Je me suis installée à l'hôtel, j'ai posé ma valise et je suis restée là 1 minute à regarder cette chambre propre et anonyme. Des draps blancs, de l'art neutre, pas d'histoire, pas de fantôme d'une version plus jeune de moi essayant d'être vue. Le lendemain, j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à la maison de ma mère. Le quartier semblait plus petit. Les mêmes trottoirs fissurés, le même petit parc pitoyable au bout de la rue. Sa maison avait toujours sa peinture bleue délavée et sa pelouse trop arrosée. La seule chose différente était le renne de Noël en plastique sur la pelouse, dont l'un des bois était tordu. Mon cœur s'est emballé alors que je montais les marches du perron, mais ce n'était pas de la peur. C'était plutôt comme le trac avant d'entrer en scène. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Ma mère se tenait là, portant un tablier couvert de farine, les joues roses à cause de la chaleur du four, l'odeur de la dinde rôtie s'échappant derrière elle. Pendant une fraction de seconde, j'ai revu la mère après laquelle je courais autrefois avec mes dessins et mes bulletins de notes. Puis le moment est passé. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, un geste plus poli qu'autre chose. « Émilie, tu as l'air tellement adulte », a-t-elle dit, reculant pour détailler mon manteau, mes chaussures et mon visage, comme si elle évaluait la tenue d'une inconnue. « Comment va le travail ? Toujours tes trucs informatiques ? » « Oui, » ai-je dit en haussant les épaules. « Toujours mes trucs informatiques. » Elle a hoché la tête comme si cela répondait à tout et a immédiatement enchaîné sur les dernières nouvelles d'Alex. Il allait tellement mieux, disait-elle. Il avait cette nouvelle idée d'entreprise incroyable, était vraiment en train de remonter la pente. Ses yeux s'illuminaient d'une manière qu'il n'avait jamais eue en me regardant. Tu verras. Il a travaillé si dur. Je suis tellement fière de lui. Je suis entrée. La maison sentait la noix de muscade, le sucre et le liquide vaisselle. Le même sapin de Noël artificiel trônait dans le coin du salon, chargé de vieux ornements. Il y avait des photos encadrées d'Alex dans son uniforme de football, Alex à Stanford, et Alex en costume lors d'un événement de réseautage. Aucune de moi. Pas une seule. J'ai repéré une photo de quand nous étions petits. Alex sur son nouveau vélo dans le jardin, le bras de ma mère autour de lui, et moi, flou sur le bord du cadre, à moitié coupé. J'ai failli sourire. Alex, a crié ma mère vers le salon. Ta sœur est là. Il était affalé sur le canapé, regardant un match de la NFL, une bière à la main. Une chaussette mise, l'autre enlevée, comme d'habitude. Il a coupé le son de la télé et s'est levé, me jaugeant du regard. Eh bien, si ce n'est pas la reine du code, a-t-il dit avec un sourire en coin. Toujours célibataire, toujours enterré dans ton petit projet d'appli. Je sentais ma mère guetter ma réaction, attendant que je rie comme je le faisais autrefois. Je me suis contentée de sourire. Ravie de te voir aussi, Alex. J'ai posé mon sac et j'ai suivi ma mère dans la cuisine. Elle m'a tendu un torchon comme si rien n'avait jamais changé. Tu peux m'aider pour la salade ? On fait celle au canneberge que tu aimais quand tu étais petite, a-t-elle dit, retournant déjà arroser la dinde. Elle a versé un verre de vin et l'a posé devant Alex, puis s'en est servi un. Elle ne m'en a pas proposé, me désignant simplement l'eau du robinet comme elle l'avait toujours fait. C'était un détail, mais tout était là, le classement invisible, la déférence automatique envers lui. J'ai coupé des légumes en les écoutant parler de ses grands projets, de la façon dont elle allait l'aider à lancer celui-là, pour de vrai cette fois. Personne n'a demandé si j'étais venue en voiture ou en avion, où je vivais maintenant, ou à quoi ressemblaient mes journées. J'ai réalisé que je m'en fichais. Je n'étais plus cette gamine qui attendait son tour. Je prenais des notes mentales. La façon dont elle revenait sans cesse à Alex. La façon dont il s'en délectait. La façon automatique dont j'avais repris mon rôle d'assistante silencieuse en cuisine. Quand elle nous a enfin appelés à table, mon poussait de nouveau accéléré. Les assiettes étaient disposées comme elles l'avaient toujours été durant mon enfance. Alex à une extrémité, ma mère près de lui, et moi sur le côté. Je me suis assise à ma vieille place. Mais je n'étais plus la même personne cette fois. Je n'étais pas là pour m'effacer. J'étais là pour voir exactement ce qui se passerait quand le fantôme du coin déciderait enfin de parler. Le dîner a commencé comme toujours, ma mère dirigeant toute l'attention vers Alex. Elle lui a passé la purée en premier, a ri à chacune de ses blagues médiocres, et l'a interrogé sur sa grande nouvelle entreprise, comme s'il était déjà coté en bourse.
Il s'est lancé dans une explication confuse sur une boutique d'articles de sport en ligne, expliquant que le marché était grand ouvert et qu'il avait juste besoin d'un peu de capital pour démarrer. Ma mère hochait la tête, les yeux brillants. Et bien sûr, je lui ai dit que je l'aiderais, a-t-elle dit, me jetant un regard comme si elle attendait mon approbation. Un petit coup de pouce maintenant, et il sera inarrêtable. J'ai bu une gorgée d'eau en gardant un visage neutre. La conversation passait au-dessus de moi. Ils ont sauté de son idée d'entreprise à sa routine d'entraînement, puis à une histoire sur un type qu'ils connaissaient qui avait failli être recruté en NFL. J'aurais pu être un meuble, ils ne l'auraient pas remarqué davantage. Quand ma mère s'est enfin tournée vers moi, c'était avec le même ton à moitié intéressé qu'elle utilisait avec les démarcheurs téléphoniques. « Alors, Émilie, a-t-elle dit en coupant sa dinde, tu fais toujours ton boulot d'informatique? Tu travailles sur cette application? » J'ai posé ma fourchette, sentant le poids du moment à portée de main. J'aurais pu tout dire à cet instant. Au lieu de cela, j'ai haussé les épaules. Oui, je travaille toujours dessus. Elle a souri, soulagée de ne pas avoir à poser de questions supplémentaires. Tant que tu arrives à payer tes factures, c'est l'essentiel, a-t-elle dit, comme si j'étais une adolescente faisant du babysitting pour se payer de l'essence. Alex a ricané en faisant tourner son vin dans son verre. Allez, maman, a-t-il dit. Tu connais Émilie, elle s'en sort. Elle a son petit projet. Ses yeux se sont posés sur moi et je l'ai vu, ce même reflet condescendant qu'il avait depuis l'enfance. Tu perds toujours ton temps avec ta boîte minable. On y était. Le mot exact qui servait d'hameçon et que je portais en moi depuis des mois. Mineable. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les yeux au ciel ni répliqué avec colère. Je l'ai juste regardé et j'ai dit nonchalamment, en fait, j'ai vendu ma société. Le silence s'est abattu si vite que j'entendais le ronronnement du frigo dans la pièce d'à côté. Ma mère s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Alex a laissé échapper un court rire. Quoi? A-t-il dit. Tu l'as vendu? Il a refait les guillemets avec ses doigts, comme lorsqu'on était petit et qu'il parlait de mon petit truc de code. À qui? À un groupe de santé, ai-je répondu. Ils ont racheté Elstrack. Prononcer ce nom à voix haute dans cette maison pour la première fois était étrange, comme présenter un étranger à une famille qui avait fait comme si vous n'existiez pas. Alex Hurricane. D'accord. Et tu as eu quoi? Un truc genre quoi? Quelques centaines de milliers? Assez pour quitter ton minuscule clapier d'appartement? Son visage était rouge maintenant, à cause du vin, mais aussi à cause de l'idée que j'aurais pu faire quelque chose de réel sans lui. Tu l'as vendu combien, exactement? Ma mère me fixait, les yeux écarquillés. Oui, a-t-elle dit doucement. Combien? J'ai croisé son regard et j'y ai vu le défi, la certitude qu'il était toujours au-dessus de moi quoi que je dise. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que la tension soit palpable. Puis j'ai dit, d'une voix claire et assurée, 150 millions de dollars. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Ce n'était pas qu'une expression. Sa bouche est restée béante, comme si son cerveau s'était déconnecté de son corps. La fourchette a glissé de la main de ma mère et a cliqueté contre son assiette. Elle a blêmi si vite que c'en était presque comique, comme si on avait vidé son visage de son sang. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Puis tout s'est passé en même temps. Ce n'est pas drôle, Émilie, a chuchoté ma mère. Ce n'est pas une plaisanterie gentille. Tu mens, a craché Alex en retrouvant sa voix. Tu n'es pas aussi intelligente. Personne ne paie autant d'argent pour une application débile sur téléphone. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai déverrouillé et j'ai tourné l'écran vers eux. J'avais laissé l'application bancaire ouverte parce qu'une partie de moi savait que cela arriverait. Le solde s'affichait sous leurs yeux, un nombre si long qu'il tenait à peine sur une ligne. C'est après impôt, ai-je dit calmement. Après avoir payé mon équipe, après tout. Ma mère s'est penchée, les yeux parcourant les chiffres, les lèvres bougeant alors qu'elle essayait de compter les virgules. Alex lui a arraché le téléphone des mains, celle-ci tremblante, et a commencé à faire défiler l'écran comme s'il cherchait une faille. Ne trouvant rien, il a saisi son propre téléphone et a tapé furieusement. Quelques secondes plus tard, j'ai vu mon propre visage apparaître dans le reflet de ses lunettes. Ma photo de profil d'un article de presse. Ses yeux ont scanné le titre. Je savais déjà ce qu'il disait pour l'avoir lu seul à 2 heures du matin. Une fondatrice de 26 ans vend son application de santé pour 150 millions de dollars. C'était écrit, noir sur blanc. Il continuait de lire, et je l'entendais marmonner des bribes de phrases. Moins de 30 ans. Croissance la plus rapide des outils de santé mentale.
Il s'est arrêté de lire et m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Les yeux de ma mère étaient maintenant humides. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Comment as-tu pu cacher une chose pareille à ta propre famille ?» J'ai laissé échapper un court soupir qui ressemblait presque à un rire. « Tu veux dire, comme tu as tout gardé pour Alex ?» ai-je dit. « L'école privée, les voyages, les 100 000 $ que tu lui as donnés pour une start-up qui a échoué? La façon dont tu oubliais mes anniversaires ou me lançais un gâteau de supermarché pendant que tu prenais l'avion pour l'installer à Stanford. » Sa bouche s'est ouverte et refermée, mais aucun son n'en est sorti. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle fini par balbutier. « Nous avons fait de notre mieux. Nous t'avons soutenu. Nous avons toujours. » « Non, maman, » ai-je coupé, d'une voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. « Vous l'avez soutenu, et lui. Vous avez investi sur lui. Vous avez construit toute votre vie autour de lui. Vous m'avez dit que ça irait pour moi, puis vous avez agi comme si cela signifiait que vous n'aviez pas d'effort à faire. Vous vous êtes assuré qu'il ait chaque chance. Chaque filet de sécurité, chaque excuse. J'ai construit tout ce que j'ai sans aucune de ces choses. Tu n'as pas le droit de jouer les victimes maintenant parce que ton enfant invisible s'est avéré être celui qui a réellement accompli quelque chose. » Alex a frappé la table du poing, faisant sauter les verres. « Et alors? Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» a-t-il crié. « Tu crois que l'argent te rend spécial? Tu es toujours la même petite sœur bizarre qui mangeait seule à midi et se cachait dans sa chambre. Tu as juste eu de la chance. » Je me suis levée lentement, la serviette glissant de mes genoux sur le sol. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je me sentais étrangement calme, comme si cette scène avait été répétée 1000 fois dans ma tête et que je ne faisais que jouer mon rôle. La chance n'a pas écrit une seule ligne de code, ai-je dit. La chance n'a pas répondu aux emails des clients à 3 heures du matin, ni refusé une offre à 50 millions de dollars parce qu'elle n'était pas la bonne. La chance n'a pas réparé tes bêtises, Alex. C'est maman qui l'a fait, encore et encore. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait petite, vaincue, comme si les fondations sur lesquelles elle avait bâti son monde venaient de se fendre en deux. Tu as tout misé sur le mauvais enfant, ai-je dit doucement. Et maintenant, tu es juste en colère parce que celle que tu as ignorée a appris à gagner sans toi. Ma mère a tendu la main, comme pour me saisir le poignet. Emily, attends. On peut en parler. Peut-être que tu pourrais aider Alex. Investor? On est une famille. On doit se serrer les coudes. On y était. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'ai eu tort ». Juste aide Alex. La hiérarchie qu'elle avait construite était si profondément ancrée dans ses os qu'elle ne s'entendait même pas parler. J'ai ramassé mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Je me suis serré les coudes toute seule, ai-je dit. Pendant des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué. J'ai repoussé ma chaise. Les lumières de Noël clignotaient paresseusement dans la fenêtre derrière eux, se reflétant sur leurs visages stupéfaits. Bon appétit, ai-je ajouté. Joyeux Noël. Et puis je suis sortie de la maison où j'avais grandi, laissant ma mère livide, mon frère sans voix et plus de 20 ans d'invisibilité derrière moi à cette table. Les retombées de ce dîner de Noël ne se sont pas produites d'un coup. C'était plutôt comme un effondrement au ralenti. Je suis retournée à mon hôtel ce soir-là, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise sur le lit dans le noir, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Je m'attendais presque à ce que mon téléphone explose immédiatement. Ce ne fut pas le cas. La première vague a frappé le lendemain matin. De longs SMS confus de ma mère parlant de famille et de malentendus, mélangés à des accusations selon lesquelles j'avais humilié mon frère exprès. Quelques heures plus tard, Alex est intervenu, me traitant d'égoïste et d'ingrate, m'accusant de tourner le dos aux gens qui t'ont élevé. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée d'un avocat les représentant tous les deux, réclamant 3 millions de dollars à titre de compensation pour les années de soutien, de logement, de nourriture et d'éducation qu'ils m'avaient fournies. Lire cela, c'était comme voir quelqu'un mettre une étiquette de prix sur une enfance pour laquelle ils avaient été aux abonnés absents. J'ai transmis la lettre à mon propre avocat, qui a répondu dans un langage bien plus froid que ce que j'aurais pu faire. Il a décliné poliment, puis a joint un relevé détaillé des dossiers financiers de mes parents que mon comptable avait rassemblés. Chaque paiement de frais de scolarité pour Alex, chaque chèque pour sa start-up ratée, chaque dépense majeure associée à son nom, et un grand zéro à côté du mien. À la fin, il ajoutait que s'ils maintenaient leur réclamation, nous n'aurions d'autre choix que de verser ces documents au dossier public. Le message suivant que j'ai reçu était court et paniqué, on laisse tomber. Oublions les avocats. Il n'y avait pas d'excuse, juste un repli tactique. Au milieu de tout ce gâchis,
la vie d'Alex a commencé à s'effilocher. Il était déjà fragile, furieux que je l'ai dépassé dans une course dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il a bu davantage, est arrivé en retard à son travail chez Best Buy et s'est emporté contre un client qui a filmé toute sa crise de nerfs sur son téléphone. La vidéo s'est retrouvée sur un groupe Facebook local où les gens ont fait le lien entre le type en polo bleu qui éructait et les publications en ligne qu'il avait faites pour dénigrer sa sœur riche et ingrate. Une semaine plus tard, il était licencié. Sa nouvelle grande idée, de boutique de sport en ligne, n'a jamais vraiment décollé. Entre ses dettes de carte de crédit et un prêt commercial qu'il n'avait pas compris, il a sombré rapidement. Ma mère a essayé de le sauver comme elle l'avait toujours fait, en refinançant la maison et en versant tout ce qui lui restait dans son gouffre financier. Ce ne fut pas suffisant. En moins d'1 an, la maison dans laquelle j'avais grandi avait disparu, vendue pour couvrir les dettes. Ma mère a emménagé dans un appartement beaucoup plus petit. Sa santé a commencé à décliner. Les membres de la famille qu'il avait vu idolâtrer Alex pendant des années se sont éloignés quand ils ont compris à quel point elle avait mal joué ses cartes. Le Noël suivant, j'étais à Hawaï avec un petit groupe d'amis du monde de la tech. Nous nous sommes baignés, nous avons fait de la randonnée et nous nous sommes assis sur un balcon surplombant l'océan pendant que je faisais un don important à une organisation qui finance des thérapies pour les femmes qui n'en ont pas les moyens. À un moment donné, mon téléphone a vibré, un message d'une jeune cousine. Elle avait vu l'article sur moi et m'écrivait que mon histoire lui permettait de se sentir moins folle d'être l'enfant ignoré dans sa propre maison. Je l'ai invitée à m'appeler quand elle le souhaitait pour parler carrière, argent ou simplement de la vie. Elle l'a fait. Je suis devenu le mentor dont j'avais eu besoin à 16 ans. Des mois plus tard, une enveloppe est arrivée à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère. Elle disait qu'elle était désolée. Désolée d'avoir favorisé Alex. Désolée de ne pas m'avoir vu. Désolée. Il avait fallu un titre de journal sur des millions de dollars pour qu'elle réalise ce qu'elle avait gâché. Elle écrivait qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière, qu'elle espérait qu'un jour je lui pardonnerais et que nous pourrions peut-être repartir à zéro. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai juste rangé dans un tiroir. La vérité était que j'avais déjà accordé le seul pardon qui comptait. Je m'étais pardonné à moi-même de ne pas avoir été capable de la changer. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne me suis pas précipité pour les secourir. Fixer des limites était la seule façon de ne pas devenir un autre de leurs mauvais investissements. J'ai consacré mon temps à ma nouvelle entreprise. Celle-ci se concentre sur la santé mentale et des outils d'IA qui aident réellement les gens à faire le point avec eux-mêmes. J'ai raconté des parties de mon histoire lors de conférences et finalement dans un format type TED. Non pas comme une tournée de victoire, mais comme une mise en garde sur ce qui arrive lorsqu'une famille construit son monde autour d'un seul enfant prodige et traite l'autre comme un plan de secours. Voici ce que j'ai appris, la partie qui, je l'espère, restera gravée en vous bien plus que le montant en dollars. Votre valeur n'est pas déterminée par la force avec laquelle vos parents vous applaudissent, par ce qu'ils dépensent pour vous ou par le fait qu'ils admettent un jour leur tort. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de cesser de vous tenir devant des gens qui refusent de vous voir et de construire une vie où vous n'avez plus besoin de leur approbation pour respirer. Le favoritisme ne blesse pas seulement l'enfant ignoré, il paralyse aussi l'enfant idolâtré. Ma mère a perdu sa maison. Mon frère a perdu son emploi, ses excuses et son filet de sécurité. J'ai perdu le fantasme qu'un jour, ils se réveilleraient et deviendraient par magie les personnes dont j'avais besoin. En échange, j'ai obtenu quelque chose de mieux. Une vie que j'ai choisie, construite selon mes propres termes, entourée de gens qui sont vraiment là pour moi. Si vous avez déjà été l'invisible, l'enfant du « tu t'en sortiras », vous n'avez peut-être pas des millions ou votre nom dans les journaux, mais vous avez un choix. Vous pouvez continuer d'attendre qu'il vous voie, ou vous pouvez commencer à vous voir vous-même. Et si vous étiez à ma place, à quoi ressemblerait votre version du départ de ce dîner de Noël ?